Bonjour, alors je suis heureux de vous présenter cette activité qui s'ajoute à mes actuelles activités pédagogiques dans le domaine du soutien scolaire, en mathématiques, physique, pour des élèves de lycée avec +2. Donc voici une offre de cours d'échecs à domicile ou par Skype. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voudrais la dédier à mon fils Igor qui m'a fait le plaisir et l'honneur de se joindre à moi quotidiennement durant le championnat de Paris d'échecs 2017, et ceci dans un moment clé à plus d'un titre. Alors je vous laisse découvrir les deux aspects, aussi bien côté jeu d'échecs que côté pédagogie, qui me laissent envisager de développer cette activité très sérieusement, c'est-à-dire pour vous apporter le plus grand bénéfice possible. Alors on arrive ici au menu principal qui en fait essaye de déterminer vraiment à quel public s'adresse cette activité. Pour moi il s'agit d'un public très large puisque ça peut être des interventions, des séances de technique, de tactique et de stratégie pour le jeu d'échecs qui peuvent s'adresser aussi bien à des personnes qui souhaitent améliorer leur logique, leur logos, qu'à des personnes qui souhaitent cultiver des capacités, des aptitudes de combativité, ou pour développer un esprit critique et dialectique. Donc vraiment, je vise ces trois catégories, et je pense effectivement qu'en pourcentage, je vais avoir davantage de jeunes ou de moins jeunes joueurs qui souhaitent devenir, atteindre en tout cas un très bon niveau. Alors voici en fait les trois caractéristiques que je compte appliquer pour cette approche, vraiment d'être à la fois le plus possible pédagogique, pratique et pragmatique. Alors on va juste s'engager dans un petit voyage esthétique, allégorique et métaphorique avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet avec le menu principal et les activités qui vont se dérouler lors de ces séances. Alors voilà le menu principal qui décrit le périmètre général de cette activité. Et on va le passer en revue rapidement. Donc une partie 1, culture générale, bon c'est vrai que je veux quand même rendre hommage à ceux qui m'ont inspiré, c'est-à-dire il y a vraiment eu deux grands pédagogues à mon sens, qui sont le grand maître international Alexandre Kotov, qui est aujourd'hui décédé, mais qui a apporté beaucoup dans la littérature échiquienne, et notamment qui a souhaité faire progresser les joueurs avec des bons conseils. Donc Alexandre Kotov, je vous laisserai parcourir avec un arrêt sur image cette diapositive et les quelques autres qui sont derrière, je pourrais vous les faire partager en séance. Et nous avons aussi un autre grand pédagogue qui est Tartakover. Bon, je reviens pas trop sur ces deux pédagogues de l'univers échiquéen. Xavier Tartakover était donc un joueur d'échecs dans l'époque à mi-cheval sur le 19e et le 20e siècle. Et c'est vrai qu'il a eu son bréviaire des échecs qui a été vraiment très lu et très distribué dans les éditions classiques et même en livre de poche, je crois. Alors, de ce qui concerne Alexandre Kotov, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est vraiment son principe des coups candidats, son arbre d'analyse. Pardon, c'est pas la bonne diapositive. Et donc, ici, on parcourra en revue. On passera en revue les différents aspects de cette conception des coups candidats et de l'arbre d'analyse par rapport à des positions données, comment les utiliser, comment faire l'inventaire des coups candidats et comment décider en fonction d'une arborescence des coups de tel choix ou de tel autre. Alors ici je vais
rapidement parcourir mon historique échiquéen. Bon, là, quelques photos d'une des plus anciennes avec la participation à un championnat de Paris. Donc, comme je l'ai dit, j'ai remporté une fois l'Open du championnat de Paris il y a assez longtemps. Et là, en fait, c'est une photo qui est associée à un tournoi international, je crois, en Bulgarie, à Sofia. Ici, c'est beaucoup plus récent puisqu'il s'agit du championnat de Paris d'échecs 2017 dans l'Open. Et ici, c'est-à-dire, c'est votre serviteur en train de monter sa formation et de créer ses vidéos de cours. Alors, je reviens, donc on va aller un petit peu plus avant pour rappeler ce qui était déjà en page d'accueil en quelques traits, mais j'ajouterais qu'il y a aussi une célèbre partie que j'ai faite dans un tournoi de Bagneux contre un maître international suédois, qui a fait l'objet d'une rubrique dans la revue Europe Échecs, je crois, et ensuite traduite dans d'autres revues étrangères, m'a-t-on signalé. Et tout cela avec un commentaire très élogieux qui se terminait par une combinaison d'anthologies faite par le maître international depuis, Richard Goldenberg, qui participe aussi à des tournois aujourd'hui, je crois, dans le monde des échecs par correspondance, si je me trompe pas. Ce que j'avais peut-être pas précisé aussi, c'est que finalement, dans cette méthode, je vais reprendre la propre méthode que j'utilise dans les cours de mathématiques et de physique, en fait. Et je crois qu'on a à peu près passé en revue, voilà, des expériences de tournois internationaux que je n'ai pas mentionné sur la page d'accueil. Bon. Alors là, je vous présente aussi très rapidement quelques curiosités historiques. Il y a eu vraiment des parties célèbres, notamment une partie d'échecs entre Napoléon et la comtesse de Rémusat. Voilà. Bon, je vais juste donner le lien, en fait, le texte qui est à saisir pour retrouver cette partie d'échecs. J'ai moi-même constitué une vidéo à part exprès pour cette partie avec toute sa symbolique, mais je ne vais pas m'étendre ici. Vous pouvez aussi facilement la retrouver, je pense, avec les bons mots-clés sur Google. Alors, dans les autres parties, je dirais aussi importantes et encore plus forte sur le plan symbolique, c'est par exemple la partie entre les deux philosophes de grand renom et de grand prestige que sont David Hume, l'empiriste, et Jean-Jacques Rousseau, on pourrait dire préparateur de la Révolution, en tout cas célèbre pour entre autres pour son livre Le Contrat social. Et en tout cas, voici un petit rappel donc des deux philosophes, et une partie qui ressemble en fait à une miniature, mais qui est assez tactique. Et donc, Jean-Jacques Rousseau avec les Blancs bat très rapidement le philosophe David Hume, qui a les Noirs, et qui, si je peux me permettre cette extrapolation, accepte finalement tous les sacrifices, donc une approche très matérialiste. Il dévore les deux tours de Jean-Jacques Rousseau, seulement voilà, il s'expose à un mat classique, donc avec le cavalier F7 et le roi étouffé en H8. Donc, je vous laisse parcourir. C'est vrai que j'ai fait aussi une vidéo spécifique pour cette, disons, cette partie historique, qui me paraît vraiment très intéressante, quoi, finalement. Pas forcément sur le plan purement échiquéen, mais évidemment pour la dimension symbolique qui s'y rattache. Alors, dans cette partie 3, on se rapproche de plus en plus nettement vraiment du dur. On rentre dans le dur avec des parties de très haute qualité. Et notamment, j'étais obligé de retenir cette fameuse 6e partie du match Fischer-Spassky à Reykjavik en 1972, que personnellement, je n'ai pas peur et je n'hésite pas à considérer. Alors voilà cette célèbre partie Fischer contre Spassky. Fischer à les blancs et Boris Spassky à les noirs. Pas rentrer ici dans les détails, coup par coup, il s'agit juste d'une présentation succincte. Je vais dérouler même la partie assez rapidement, mais c'est vraiment un joyau dans ce sens où chaque coup a une justification, et c'est un véritable jeu d'équilibriste entre les blancs et les noirs, jusqu'à la fin de la partie. Mais Fischer, en fait, conserve, un petit peu à la manière de Carlsen aujourd'hui, un avantage assez microscopique au début de
de la partie, mais il le maintient, il le conserve, et même il l'accélère, il l'accentue, jusqu'à la fin de la partie. Vous voyez, chaque coup vraiment a sa justification et a un impact décisif pour la suite. On va juste aller jusqu'au tableau final, hein, sans aucune explication en plus ici dans cette présentation. Et vous voyez l'enchaînement des coups est sans équivoque et ne laisse aucun cadeau à Boris Spassky qui abandonne ici. Alors ce qui sera intéressant d'observer ensemble dans nos séances, c'est évidemment un entraînement intensif, hein, avec des exemples de combinaisons tactiques à trouver sur des positions données. Là je vais peut-être naviguer aussi sur un site pour pouvoir vous faire en direct, vous donner une idée de ce que ça peut être. Alors voilà un exemple avec une position dans laquelle ce sont aux blancs de jouer. Donc déjà dans un premier aperçu, on peut voir qu'il y a une concentration de pièces en attaque sur l'aile roi noire et les blancs ont quasiment amassé 4 pièces en position d'attaque sur le roi noir. Alors qu'en défense, on peut voir du côté des noirs 3 pièces en défense, la tour A8 étant tout à fait hors jeu pour le moment. Donc déjà en un clin d'œil, après beaucoup d'expérience, vous verrez que ça c'est déjà une position très avantageuse au blanc. Bon, vous avez en plus une colonne G absolument ouverte, vous avez un roi noir qui est, disons, sans case de sortie, sans aucune liberté d'action. Et à partir de là, on rentre déjà au deuxième niveau, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas une combinaison la plus directe possible pour créer un problème au noir? Alors, il y a justement ce qu'appellerait ici des cut-off, des coups candidats. Moi, quand je vois cette position que je découvre en direct avec vous, je pense à des manœuvres de cavalier, hein, puisqu'en fait, si le cavalier va en E5 ou en G5 par exemple, la prise de la dame blanche ne pose aucun problème, puisqu'il y a un mat en F7. Cavalier F7, échec et mat. Après, c'est une première piste. Je ne vois pas de coup de tour direct qui puisse vraiment faire avancer la situation, donc je vais explorer. Est-ce qu'il vaut mieux jouer cavalier E5, cavalier G5? Quelles sont les différentes variantes, les différentes ramifications, c'est-à-dire le fameux arbre d'analyse. Alors ici, si je joue cavalier E5, je menace cavalier F7 mat, donc les noirs doivent réagir. Alors, si il prend le cavalier, je peux faire dame prend dame, ça m'intéresse pas. Je peux faire tour prend, et je pense que c'est ça la clé. Voilà. Donc il me semble, moi, dans cette position, pardon, qu'on va jouer cavalier E5. Pourquoi? Parce que si dame prend dame, je vous l'ai dit, il y a cavalier F7 mat. Si pion prend dame, on va jouer tour prend H7 échec. Créant 2 colonnes ouvertes, la colonne G et la colonne H. Parce que soit le roi prend la tour, dans ce cas-là, je fais dame H4 échec. Les noirs sont obligés de donner leur dame. Dame H5, dame prend dame mat. Si c'est la dame qui reprend à H7, alors je fais dame prend F6 échec, obligé pour les noirs de jouer dame G7, et on fait dame prend G7 mat. Bon, on va le tenter. Voilà, bon, apparemment c'est bien ça, c'est le problème est résolu. Donc vous avez vu, on fait déjà un ensemble de coups candidats. Donc moi, dans une position comme ça, il y a 3 coups que j'envisage, c'est cavalier prend C3, échec, cavalier A3, échec, tour A1, échec. Ce que je vois, c'est que sur le tour A1, échec, les blancs ont un seul coup, c'est fou prend tour. Et sur fou prend tour, la case A3 n'est plus défendue par le fou. Je vois donc un enchaînement assez rapide avec cavalier A3 échec. Le roi ne peut aller sur aucune des cases sur la deuxième ligne, puisqu'elles sont contrôlées par la dame noire. Le roi va en C1, et on fait dame C2, échec et mat. Alors voyons si c'est ça. Donc, voilà. Et vous voyez donc, toujours privilégier le chemin le plus direct. Et vous voyez que j'ai pas eu du tout besoin, évidemment, d'explorer la ramification, l'arbre d'analyse, comme dit Alexandre Kotov, des 2 autres coups candidats, cavalier A3, cavalier C3. Puisque le troisième chemin, celui que j'ai choisi de développer,
en priorité mène aux maths. Donc dans ces cas-là, c'est évidemment celui-là qu'on va retenir. Alors pour poursuivre et terminer cette présentation, j'ai envie de vous parler en fait de ce que serait le contenu précis de nos séances. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces séances? C'est ce que j'appelle donc une méthode en 3 volets. Et voilà comment ça s'organise. Donc l'approche, je pense que la bonne composition, ça peut être aussi des séances qui soient complètement réglées sur une analyse de vos propres parties. Donc l'intérêt, c'est effectivement de vous faire prendre conscience de vos erreurs, mais aussi de trouver les points qui peuvent être améliorés. On peut consacrer aussi des séances à l'analyse de parties de très haut niveau, de maître international ou GMI, et de stopper les positions en faisant l'étude de l'un comme l'autre, des coûts candidats qu'on envisagerait, et pourquoi ils ont été retenus ou pas. Et pourquoi finalement il y a une supériorité aux coûts candidats retenus par le GMI. Enfin, on a la possibilité d'axer une séance sur la pratique de vraies parties en direct qu'on va faire ensemble, chacun son tour, ayant l'obligation de décrire les raisons de son coût, et même avant ça, d'indiquer quels sont les coûts candidats. En fait, c'est une façon de penser à voix haute, chacun son tour, et de justifier un coût. Un coût, évidemment, aux échecs, est toujours un coût qui doit être justifié par une motivation, par un plan, par une stratégie, et pas un coût pour passer son tour parce que c'est à nous de jouer. Donc évidemment, les séances, ça sera une agglomération avec une composition de ces 3 volets, plus ou moins réglés en fonction de l'avancement, du niveau, de la progression et des aspirations de chacun. Alors voilà, pour moi se termine donc cette présentation. Je vous remercie de m'avoir suivi et je compte vous trouver très bientôt pour des cours d'échecs aussi bien à domicile que par Skype pour vous faire progresser aussi bien dans le jeu d'échecs, dans le logos, dans la combativité que dans la dialectique. À très bientôt, en se rappelant la phrase de Xavier Tartacover qui s'étend bien au-delà du jeu d'échecs: celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours.